Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, le premier dans notre studio habituel depuis le mois de mars. J'espère pour longtemps. Nous verrons quand nous aurons les dispositions prises à la suite du Conseil de défense de vendredi. Nous allons donc tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité, et plus précisément la question du Brexit et du no deal ou pas no deal, et aussi la question de l'ensauvagement supposé. Et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « L'école au temps du Covid ». À peine la rentrée a-t-elle eu lieu, écrivent les directeurs du 1, que déjà une dizaine d'établissements ont dû fermer leurs portes pour empêcher les contaminations. Si de nombreuses dispositions ont été prises pour éviter une nouvelle fermeture globale des écoles, collèges et lycées, le virus risque encore de peser lourd sur le déroulement de l'année scolaire. Les protocoles sanitaires très contraignants imposent à chaque professeur d'adapter sa façon d'enseigner. Dans l'obligation de se réinventer, l'école pourrait en profiter pour s'attaquer aux maux qui la minent depuis longtemps et qu'a exacerbé la période du confinement. Fin de citation. Robert Solé, l'un des contributeurs les plus réguliers du 1, ranime le souvenir d'Ivan Illich, l'auteur d'Une société sans école, qui soutenait dans les années 70 que les institutions sont contre-productives quand elles dépassent un certain seuil et que l'école enlève l'envie et la capacité d'apprendre. Mais c'est pour la contredire que Solé rappelle cette thèse, alors que les parents épuisés ou dépassés pendant le confinement ont redécouvert les vertus du système scolaire, permettre à leurs enfants de s'instruire d'une manière structurée, apprendre la vie collective, la différence, le partage, une certaine discipline, un début de citoyenneté et permettre aux parents de retrouver du temps. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements, ne nous ménagez ni les unes ni les autres. Nous allons donc nous intéresser d'abord à la manière dont Boris Johnson reprend sa parole. Mardi 8 septembre a débuté à Londres le 8e round de négociations sur l'accord commercial post-Brexit entre les équipes de Michel Barnier pour l'Union européenne et de David Frost pour le côté britannique. Si le Royaume-Uni a formellement quitté l'Union le 31 janvier dernier, près de 4 ans après un référendum marquant la fin de presque 5 ans d'appartenance à la dite Union, le Royaume-Uni donc reste régi par la réglementation européenne jusqu'à la fin de l'année. Les négociations sur l'accord de libre-échange butent toujours sur les deux mêmes sujets, la pêche, car les pêcheurs britanniques souhaitent interdire à leurs homologues européens de venir puiser dans leur zone territoriale, et les conditions de concurrence équitable, les normes sociales, environnementales et les aides de l'État par exemple. Dimanche, le 6 septembre, le Financial Times a annoncé que Londres envisageait d'adopter une nouvelle loi rendant caduques plusieurs aspects essentiels de l'accord de sortie de l'Union européenne signé voilà moins d'un an et entérinant la sortie du pays de l'Union. Un texte dans lequel figurait la facture de divorce, les droits des citoyens européens au Royaume-Uni et des citoyens britanniques dans l'Union européenne, ainsi que des dispositions pour éviter le retour d'une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Interrogé lundi par les députés sur les révisions que le gouvernement comptait introduire mercredi, le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, Brendan Lewis, a reconnu que, je cite, « cela viole le droit international d'une manière très spécifique et limitée ». Le Premier ministre britannique a prévenu pour sa part qu'il était prêt à assumer un no deal si aucun accord commercial n'était trouvé avec l'Union européenne d'ici au 15 octobre. Mais s'il jouit d'une majorité de 80 voix à la Chambre des communes, Boris Johnson a perdu 26 points dans les sondages depuis le début de la pandémie. 39% d'opinion favorable contre 54% de défavorables, selon le sondage YouGov publié début septembre. L'opinion publique britannique est par ailleurs loin d'être favorable au no deal. Selon un sondage YouGov publié lundi, seulement un quart des Britanniques pensent qu'il s'agirait d'un bon résultat, la moitié estimant au contraire qu'une telle issue serait mauvaise, voire très mauvaise pour le pays.
Le Royaume-Uni exporte 47% de ses produits vers l'Union européenne, laquelle n'exporte que 8% des siens outre-Manche. Le gouvernement britannique a calculé qu'un Brexit sans accord réduirait le PIB de 7,6% à horizon de 15 ans, alors qu'un accord de libre-échange permettrait de limiter la casse à 4,9%. Une nouvelle session de négociation est prévue le 28 septembre, avant un Conseil européen les 15 et 16 octobre, qui devrait entériner ou pas un accord. Sur cette question, Richard Verlet. Je crois d'abord qu'il y a une ombre qui pèse sur le débat britannique aujourd'hui et sur l'attitude de Boris Johnson, c'est celle de Donald Trump. Il faut savoir que pour Boris Johnson, une victoire de Trump à la Maison-Blanche en novembre serait une excellente nouvelle parce qu'elle validerait son approche jusqu'au-boutiste, caricaturale, de droite de la politique et notamment des relations avec l'Union européenne. Et donc, on a l'impression que le pari qu'il est en train de faire, c'est celui-là. L'autre question qui se pose, vous l'avez dit Philippe, a-t-il trahi, est-il revenu sur sa parole, mais surtout, pourquoi ? Et quel pacte a-t-il conclu avec son l'aile droite du Parti conservateur, qui, vous vous souvenez, depuis le début, plaide pour un no deal ? Cette aile droite du Parti conservateur ne voulait pas d'un accord avec l'Union européenne. Elle l'a accepté à la Chambre des communes parce qu'il s'agissait de respecter une date, à savoir d'obtenir la sortie du Royaume-Uni le 31 janvier, mais quel est le pacte secret avec cette force sombre de la politique britannique qui ne rêve que d'un retour aux frontières nationales, disons, dans l'absolu, et que de renvoyer en quelque sorte l'Union européenne à ses affaires commerciales en espérant que le Royaume-Uni pourra de cette manière zigzaguer, trouver entre la Chine, entre d'autres puissances, une voie bien à lui et une voie qui lui serait profitable. Donc quel jugement porter là-dessus ? D'abord que Boris Johnson n'est pas un partenaire de négociation fiable. Il faut le dire, jusqu'au dernier moment, il va tenter soit une surenchère verbale, soit une surenchère politique pour essayer d'impressionner les Européens. La bonne nouvelle est que pour l'instant, ça ne marche pas. Et les déclarations de l'équipe de Michel Barnier récemment, les déclarations du président Macron, les déclarations du président du Conseil européen Charles Michel vont toutes dans le même sens. L'Union européenne ne cédera pas à la surenchère de Boris Johnson. Ça, c'est une bonne nouvelle, donc ça prouve que sa tactique ne marche pas. Mais attendons quand même, plus on s'approche de l'échéance de la fin de l'année, plus ça peut toujours trembler. Et enfin, l'autre chose de la part de Boris Johnson, c'est qu'il est prêt à faire un calcul pour l'instant, semble-t-il, anti-économique, vous l'avez dit, Philippe, parce que la récession se profile. Mais j'en reviens à ce que je disais au début. Si Trump l'emporte, sa grande idée, c'est quoi ? C'est de rapprocher au maximum l'économie du Royaume-Uni de celle des États-Unis. Et c'est, fort de cet appui outre-Atlantique, de rebâtir de nouvelles relations commerciales pour un Royaume-Uni revenu dans ses frontières et, disons, en divorce extrêmement difficile avec l'Union européenne. Donc je crois qu'il est en train de faire un calcul politicien, peut-être dramatique pour son pays, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'il a signé. C'est donc quelqu'un qui n'a pour l'instant pas de parole, et malheureusement, on pouvait le penser, tout le laisser penser vu son parcours d'opportuniste politique, il confirme la caricature qu'on fait de lui. Nicolas Bavrez. Il est vrai que le Royaume-Uni en ce moment est vraiment un laboratoire du populisme et de l'écart entre le réel et puis une politique qui obéit à l'idéologie ou aux passions, aux émotions et qui est déconnectée justement des problèmes réels. Qu'est-ce que c'est que le réel ? Le réel, c'est d'abord que le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés par la pandémie et que la stratégie de Boris Johnson a été complètement erratique et on a quand même 42 000 morts dans ce pays. Le réel, c'est aussi une crise économique qui, pour l'instant, est la plus importante du monde développé. Juste, j'allais dire, la France vient juste après. Donc, le recul du PIB au deuxième trimestre, c'est 20,4%, ce qui est donc le triste record du monde développé. Et c'est vrai qu'en face de ça, on a l'idéologie avec cet objet qui est le Brexit, qui, a priori, il est complètement déraisonnable sur un pays qui est dans cet état, de créer un choc qui, lui, est un choc purement politique, arbitraire, artificiel, et de tout faire pour que ce choc soit le plus violent possible. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc d'abord, en limitant strictement, en refusant
tout report dans les négociations, en mettant une limite aux discussions au 15 octobre 2020 et en ayant pour l'instant, en réalité, le Royaume-Uni ne négocie pas, comme l'a très bien dit le négociateur européen Michel Barnier. On va donc droit à un no deal avec des blocages sur la pêche, sur les problèmes de normes. Et l'Union européenne est à la fois soudée, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe de négociation de l'Union européenne est ouverte et a fait des propositions, notamment pour sortir les contentieux éventuels de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça va nous donner, les Britanniques ont le génie des acronymes, ça va nous donner ce monstre qu'ils appellent le Brovide, c'est-à-dire le mélange d'une crise qui est une crise pour le coup réelle, mais qui est imposée au Royaume-Uni, qui est la pandémie de Covid, et puis une crise politique artificielle qui est cette crise du Brexit. Comme on l'a dit, non seulement le Royaume-Uni ne négocie pas, mais en plus, il joue la provocation, puisqu'on a ce projet de loi qui revient sur l'accord de sortie de l'Union européenne et qui est tellement contraire, j'allais dire, aux règles habituelles du droit international que le directeur des services juridiques du gouvernement britannique, Jonathan Jones, a décidé de démissionner. Alors, où est-ce qu'on en est? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles vont être quand même très rudes pour le Royaume-Uni. C'est une crise économique qui va encore s'amplifier, avec quand même déjà un déficit public qui est à 15% du PIB, un taux de chômage qui remonte au-delà de 10%, et une économie qui est très fortement touchée parce que la particularité de cette crise, c'est qu'elle touche d'abord les services et pas l'industrie. Et l'économie britannique, c'est 80% de services. Le problème qui va se poser, c'est un vrai problème pour la nation, parce que les Écossais, surtout si on a ce projet de loi, il va y avoir deux énormes problèmes sur l'Irlande du Nord et sur l'Écosse, où le désir d'indépendance va être relancé. C'est l'affichage de l'incompétence de Boris Johnson et le Labour va du coup continuer à reprendre de l'espace et surtout ça acte l'échec complet de cette stratégie du Global Britain. Donc il y a deux conclusions à ce qui se passe aujourd'hui autour de cette expérience de laboratoire qui est le Royaume-Uni. D'abord, un contresens complet. Ce que montre la pandémie, c'est qu'on a des risques planétaires, climatiques, des risques sur la sécurité, des risques sur les pandémies. Et l'idée de se replier sur soi n'est certainement pas la manière de les gérer. Et la deuxième chose, c'est l'échec des populistes quand ils sont confrontés au réel. C'est-à-dire que Boris Johnson a construit sa trajectoire politique sur un objet purement idéologique qui est le Brexit, qui est un objet absurde. Et là, ça a fonctionné politiquement. En revanche, face à la pandémie, à la crise économique, qui sont des objets réels, il a implosé en plein vol, comme implose aujourd'hui Donald Trump ou Bolsonaro, en tout cas sur la gestion de la crise. La politique étant évidemment une autre chose. Akram Belkaïd. La tradition européenne, en tout cas au sein de l'Union, c'était qu'on a souvent eu des accords conclus dans la souffrance et des accords de dernière minute. On a toute une série comme ça de négociations et d'accords arrachés dans les dernières minutes. Là, la particularité, c'est que ça concerne un pays qui est sorti. Depuis, on l'a dit, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais on parle beaucoup de la Grande-Bretagne. On a dit à juste titre que Boris Johnson se révélait être ce qu'il était. Et ma foi, il n'y a pas lieu d'être surpris de ce qui se passe, de cette remise en cause du traité par ce projet de loi. Mais ce qui est intéressant aussi à suivre, c'est tout de même la position de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on nous dit les négociateurs sont fermes, rien ne passera, il y a une unité. Je demande à voir. C'est-à-dire qu'on a tout de même quelques interrogations sur la fermeté in fine des Européens et du précédent que cela risque de créer si demain on accepte, ma foi, un compromis qui ira plus dans le sens des intérêts de Boris Johnson, ou en tout cas de la Grande-Bretagne, que de l'Union européenne. Et c'est suivi de près par de nombreuses capitales, à la fois à l'intérieur de l'Union, je pense notamment à ceux qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, mais c'est aussi suivi de près par d'autres pays qui
ont des relations, ne font pas partie de l'Union européenne, mais ont des relations avec l'Union européenne et pourraient être eux aussi tentés de remettre en cause les relations qui les lient avec l'UE. Je pense notamment à la Suisse, puisqu'il y a un débat en ce moment sur la remise en cause, en tout cas, de certains accords, tout en gardant le reste, ce qui n'est pas possible, visiblement. Avec une nouvelle votation sur la libre circulation en Suisse, donc un référendum qui aura lieu le 27 septembre. Voilà. Et moi, je suis assez surpris de voir ce double discours qui, à la fois, qui consiste à dire que j'écoutais avec attention Michel Barnier la dernière fois sur les ondes d'une radio publique, et je trouvais qu'il clamait une fermeté qui, à mon avis, dans les actes, demande à être vérifiée. Tout cela, sachant qu'on a tout de même une foire d'empoignade autour de cette équipe de négociateurs qui doivent aussi tenir compte des revendications, des pressions discrètes de plusieurs groupes d'intérêts économiques qui ne voudraient pas que l'on mette la Grande-Bretagne à l'exclusion totale, parce qu'il y a des échanges, ça vient d'être dit. Et donc, soyons vigilants par rapport à ce que sera la position finale de l'UE, parce qu'à mon avis, ça conditionnera beaucoup de choses pour la suite, pour la cohésion et la crédibilité de l'Union européenne dans les mois et les années qui viennent. Lucile Schmitt. Oui, moi je trouve que ce débat est passionnant parce qu'il traite aussi de souveraineté. C'est-à-dire que, au fond, ce que nous fait Boris Johnson depuis 2016, rappelons qu'à l'époque, il avait fait campagne sur la sortie de l'Union européenne en disant que l'Union européenne empêchait de recycler les sachets de thé. Donc il y avait une espèce c'est de l'humour et en même temps c'était la quintessence quelque part de ce qu'est la souveraineté et la culture britannique. Au fond, il nous refait le même épisode à 2-3 reprises. Et ce qui est très intéressant, ce qui a été rappelé, c'est que l'opinion publique britannique se sépare de ce populisme qui, au fond, vient d'en haut. Je rappelle aussi que David Cameron, ça vient quand même d'en haut, le Brexit. C'est-à-dire que c'est jamais la société britannique qui a souhaité sortir de l'Union européenne. C'est David Cameron qui, d'un coup de dé, pour se renforcer, avait organisé le Brexit en ayant la certitude de gagner le fait de ne pas sortir de l'Union européenne. Ensuite, c'est Boris Johnson qui appartient aux élites britanniques. Il n'y a pas plus élite britannique que Boris Johnson qui joue ce populisme. Donc, il y a un populisme peut-être, mais il vient d'en haut et il est pratiqué par les élites. Ça me semble un point essentiel. Sur la souveraineté, je voudrais quand même dire une chose, c'est que dans la position pratiquée par les négociateurs de l'Union européenne, il y a un sujet fondamental qui s'appelle les aides d'État. C'est-à-dire qu'il y a une politique de concurrence de l'Union européenne consistant à interdire les aides d'État. C'est ça le principe. Après, on sait très bien que chaque grand pays de l'Union européenne, notamment comme la France, passe son temps à négocier des dérogations lorsqu'il s'agit d'aider ses champions nationaux. Et on sait très bien qu'avec le Covid, le Brovid, comme le rappelait Nicolas en Grande-Bretagne, la question de la réindustrialisation, de la relocalisation des activités stratégiques est un sujet qui est posé à l'ensemble de l'Union européenne et évidemment aussi à la Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni. Donc, cette position d'interdire les aides d'État et de faire adopter par les Britanniques la même position que la politique de l'Union européenne, qui est en pleine redéfinition, parce que la question de la libre concurrence est en train d'être remise en cause par la politique d'intervention publique provoquée par la pandémie et le fait qu'il faut avoir une autre relation à la mondialisation. Ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que moi, je me demande, pour faire écho un peu à ce que disait Akram, si quelque part, la position de contenu des négociateurs de l'Union européenne est une position tenable dans le contexte actuel. On voit bien que, y compris des observateurs très favorables au fait qu'il y a un deal, des observateurs britanniques disent que la position d'interdire au Royaume-Uni d'aider ses industries stratégiques, notamment dans le domaine des hautes technologies, s'il faut rapatrier des activités qui aujourd'hui sont délocalisées en Chine, c'est une position qui est intenable. Donc sur ces questions-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi, quelque part, que la position de l'Union européenne soit un peu adaptée par rapport, au fond, aux nouveaux débats économiques qui ont été suscités par la pandémie? Moi, je trouve qu'il y a presque le sentiment de deux mondes parallèles, c'est-à-dire qu'il y a la négociation du Brexit, et puis il y a la pandémie, et évidemment le Royaume-Uni, comme ça a été rappelé, est l'un des pays d'Europe qui a été le plus touché, il y a plus de morts qu'en France, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, troisième point,
Rappelons que le Royaume-Uni est un pays où il y a en fait une tradition de contre-pouvoir beaucoup plus forte qu'en France. Et il y a eu des manifestations monstres contre le Brexit. Et quelque part, Boris Johnson joue aussi sa survie politique. J'entends bien qu'il veut faire une position très idéologique sur ce Brexit. Il devrait, y compris s'il veut garder à mon avis, sa popularité majoritaire, il devrait avoir une position moins idéologique, plus pragmatique et sans doute plus démocratique. Il y a un autre acteur dans cette affaire qui est le Parlement britannique, puisqu'il s'agit quand même de modifier un traité par une loi. Cette loi doit être votée par le Parlement. Et le Parlement britannique est un Parlement qui ne ressemble pas au nôtre, en ce sens que les députés ne sont pas attachés à leur banc et obligés de voter comme le gouvernement le leur demande. Cela dit, jusqu'à présent, le Parlement britannique, la Chambre des communes, a plutôt déçu ceux qui ont été élevés dans l'admiration de cette noble institution, tel point d'ailleurs que, en disant ce que je viens de dire, je pensais à cette réplique d'un chapelain du Congrès des États-Unis, du Sénat des États-Unis, à qui quelqu'un demandait « Mais en quoi consiste votre activité, monsieur le chapelain? Vous priez pour les sénateurs ?» Et le chapelain a répondu « Non. Je regarde le Sénat et je prie pour le pays. » Ce qui est à peu près ce qui fait Nicolas Bavrez. Juste quelques brèves remarques, parce que l'Union européenne, c'est normal, est questionnée aussi. Mais d'abord, il y a une chose de bon sens à rappeler, c'est que c'est les Britanniques qui veulent partir, c'est les Britanniques qui partent. Et dans cette négociation, normalement, ce serait à eux de faire des propositions. Et pour l'instant, ils n'en font pas. La deuxième chose, pour répondre à ce qui a été dit, c'est que, évidemment, il y a des tirages et les intérêts ne sont pas les mêmes. Si on prend par exemple la pêche, il n'y a que 8 pays qui sont intéressés par la question de la pêche. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que le front tient plutôt, et notamment, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'évolution de Madame Merkel, qui au départ a cherché tous les moyens d'éviter le Brexit, de le reporter dans le temps, et qui maintenant, et comme il y a un degré d'exaspération chez les Européens vis-à-vis des Britanniques qui est quand même maintenant assez fort, et puis il y a la prise de conscience que les Européens ont autre chose à faire aujourd'hui, et c'est vrai, parce que qu'on soit sur le front Covid, sur le front économie ou sur le front sécurité, avec Monsieur Erdogan qui est en train d'essayer de prendre le contrôle d'une partie de la Méditerranée, il y a d'autres thèmes autrement plus importants. Et pour revenir quand même et défendre la position, qui est un peu paradoxale, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'État ? De toute façon, le régime de la concurrence de l'Union européenne, c'est vrai qu'il était mal adapté. De toute manière, ces règles de concurrence sont en train d'être revues. Mais le principe qui est derrière, et qui est un principe qui est quand même absolument indispensable, c'est l'idée de dire que on ne peut pas laisser les Britanniques venir sur un marché de 450 millions d'habitants sans respecter les normes en matière de concurrence, mais surtout en matière d'environnement et en matière économique. Parce que sinon, c'est ce qui était rappelé, le plan de notre ami Boris Johnson, c'est de faire un grand accord de libre-échange avec les États-Unis. Si on veut récupérer, notamment en matière alimentaire, toutes les normes américaines avec le cheval de Troie britannique, eh ben, il faut accepter que les Britanniques ne respectent ni les normes sociales, ni les normes environnementales, mais aussi ni le régime des aides d'État. Donc, la logique qui est derrière, c'est une logique qui, moi, me paraît plutôt bonne. Richard Verly ? Oui, la politique, ce n'est pas la négociation diplomatique d'un accord. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, tout s'explique en ce moment au Royaume-Uni par le prisme politique qu'a choisi Boris Johnson, qui, rappelons-le, lorsqu'il était maire de Londres, jouait aux globalistes quasiment écolos. Ça lui avait permis d'être élu maire de Londres, et qui maintenant joue au Trump version européenne parce que ça lui a permis quand même, rappelons-le, de remporter les dernières élections parlementaires. Donc première objection que je ferai, la popularité, les sondages peuvent éventuellement lui être défavorables, mais il a, vous l'avez rappelé Philippe, 80 voix de majorité à la Chambre des communes, et ça ne va pas changer, et c'est ce qui compte pour lui. Il a remporté les dernières élections, il estime donc avoir le mandat pour faire ce qu'il veut. Deuxième élément, je pense qu'il y a chez Boris Johnson une attitude de hors-la-loi. Il est persuadé, et il n'a peut-être pas tort, que la pandémie va rebattre considérablement les cartes économiques du monde. Et que par conséquent, celui qui va l'emporter, c'est celui qui tirera le plus vite après la pandémie. Et il se met en position, toujours dans l'espoir
que Trump soit réélu aux États-Unis, d'être très vite en mesure de profiter de l'après-pandémie alors que les Européens, selon lui, seront englués dans la distribution des fonds de leur plan de relance. Voilà, c'est un calcul politique. Il est tout à fait, je dirais, il est probablement malhonnête, il ne tient pas ses promesses, mais c'est celui qui le fait. Dernier point, n'oublions quand même pas que nous sommes dans une période où l'endettement est devenu accepté par tous. L'Union européenne va s'endetter pour financer le plan de relance, et Boris Johnson pense que le Royaume-Uni, compte tenu de sa réputation, va pouvoir s'endetter et qu'il va financer lui-même sa relance par la dette. Donc, est-ce que vraiment son plan le conduit à une impasse et à un mur ? Malheureusement, je ne suis pas sûr. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais juste rappeler une chose, c'est qu'on est en pleine crise en fait de la régulation du commerce international. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale du commerce se cherche à un nouveau directeur général et qu'au fond, cette espèce de difficulté aussi à conclure, cette espèce de côté hors la loi volontaire de la façon dont Boris Johnson choisit de ne pas respecter un traité, c'est aussi le reflet d'une situation internationale globale. Au fond, il fait une chose que beaucoup d'autres pays ont envie de faire en ce moment. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la situation intérieure française où, alors que de nombreux épisodes d'agression, notamment contre des élus ou de casses ou de délits divers ont occupé l'actualité au cours de l'été, le ministre de l'Intérieur a déclaré le 24 juillet, je cite, « Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société ». Le 1er septembre, son collègue de la justice a estimé, je recite, que l'ensauvagement est un mot qui développe le sentiment d'insécurité. Or, pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité qui est de l'ordre du fantasme et qui est nourri par les difficultés économiques et certains médias. » Fin de citation. Le même jour, le Premier ministre a appelé à fermer le banc et précisé que le vrai sujet, en revanche, c'est bien celui de mobiliser face à la montée des violences et de l'insécurité. Et mercredi, le président de la République a demandé à ses ministres de ne pas créer de polémique. Il a parlé, lui, de banalisation de la violence. Un sondage IFOP paru le 7 septembre montre que 70% des Français trouvent l'emploi du terme ensauvagement justifié. Si ces dernières années, on constate une hausse des violences envers les personnes, à l'intérieur de cette catégorie, certains faits connaissent une augmentation et d'autres diminuent. Le nombre des violences sexuelles a nettement augmenté, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, plus 11% en 2017, plus 19% en 2018, plus 12% en 2019, sans doute à cause de la libération de la parole qui a conduit les victimes à dénoncer moins difficilement les faits. S'agissant des autres violences, l'évolution est plus contrastée. Le nombre de vols avec violence recule, moins 5% en 2017, moins 7% en 2018, moins 2% en 2019, tandis que le nombre de coups et blessures volontaires augmente, plus 4% en 2017, plus 8% en 2018 et encore plus 8% en 2019. Pour ces derniers, la hausse est surtout due à l'augmentation du nombre de violences intrafamiliales, plus 14% en 2019. Sur le site Slate, l'avocat pénaliste Philippe-Henri Honegger parle, je cite, d'effet de loupe dû à des médias et des réseaux sociaux devenus amplificateurs artificiels d'une violence en réalité en baisse. Il en appelle au concept de pensée domestiquée, que Lévi-Strauss opposait à celui de pensée sauvage, pensée domestiquée qui se caractérise par sa capacité, en partant d'observations générales, à déduire des règles à partir desquelles on interprétera chaque événement comme faisant partie d'un tout, et non à extrapoler chaque événement isolé pour établir une nouvelle loi. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Cette question de l'ensauvagement est aussi très caractéristique du débat public français. On voit cette espèce de passion qui s'est emparée du débat public sur ce mot, allant même jusqu'à rappeler qu'Aimé Césaire l'employait pour dénoncer le colonisateur. Mais il faut quand même dire une chose, c'est qu'Aimé Césaire est un peu loin et qu'aujourd'hui le terme d'ensauvagement est d'abord utilisé par l'extrême droite et notamment par toute une myriade de comptes Twitter qui relèvent de la fachosphère. Donc, lorsque Gérald Darmanin fait écho à ce que disait Jean Castex, qui employait, je crois vers le 15 juillet, vous l'avez rappelé, lui les termes de violence et qui choisit volontairement fin juillet d'employer le terme d'ensauvagement, sachant que Gérald Darmanin n'est pas un perdreau de l'année sur le plan politique et que nous sommes maintenant déjà dans la préparation de la présidentielle, on voit bien que le terme a été choisi à dessein et que Gérald Darmanin ne pensait pas à Aimé Césaire. Il pensait d'abord à l'extrême droite et il pensait évidemment à toute cette rhétorique de droite, puisqu'il vient de la droite, où on sait très bien que sur la question de l'insécurité et de la sécurité, il y a là un corpus rhétorique qui existe dans cette famille politique extrêmement puissant.
surtout dans une situation où toute la gauche française est abasourdie, annihilée et ne s'exprime pas et traîne un sentiment de culpabilité énorme, alors qu'à mon sens, elle avait eu plutôt raison en lançant du temps de Jean-Pierre Chevènement la police de proximité. Donc on est dans une situation où cet ensauvagement, c'est au fond pour moi le lancement le début d'une étape vers la campagne présidentielle, avec l'idée que Emmanuel Macron étant considéré comme ayant un talon d'Achille sur les questions d'insécurité et de sécurité, il est évident que Gérald Darmanin prend l'initiative par rapport à Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et le chef des sénateurs de droite, Retailleau, qui immédiatement ont emboîté le pas et se sont précipités pour dire qu'évidemment, ils croyaient en l'ensauvagement. Xavier Bertrand a même parlé de « été orange mécanique » en France. Donc on voit bien que l'ensauvagement, orange mécanique, la rhétorique se déploie avec une grande force. Vous l'avez rappelé, le sujet est plus compliqué lorsqu'il s'agit des faits. Et ce qui est intéressant, c'est que Gérald Darmanin est aussi ministre de l'Intérieur et qu'avant de lancer le tweet sur l'ensauvagement, il n'a pas consulté les statistiques de son ministère. On voit donc bien que l'un des principaux sujets aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus le temps, sans doute, de lancer une politique publique efficace sur cette question de la délinquance, sachant que tous les chiffres montrent aussi que malgré une montée en intensité des peines qui sont prononcées du côté de la justice, la corrélation entre la montée de la délinquance et l'intensification des peines plus graves ne se produit pas. La délinquance et des peines plus graves prononcées par la justice, il n'y a pas de lien. Donc tout le sujet, c'est au fond quelle est la bonne manière de traiter cette délinquance sur laquelle on manque cruellement de politique publique efficace. Et lorsqu'on n'a plus le temps, l'important, c'est d'occuper le débat public avec toute cette rhétorique qui nous envahit. Troisième point, je crois qu'il est important, c'est que l'ensauvagement, quelque part, c'est faire le lien, évidemment, entre la question de l'insécurité et la question migratoire. C'est ce que souhaite faire Marine Le Pen, et d'ailleurs, elle s'est félicitée du fait que le terme ait été repris. Et donc, l'enjeu qui est devant nous, par rapport à cette présidentielle, c'est au fond, est-ce que l'agenda de la présidentielle va être fait par cette espèce d'extrême droite? Est-ce que le syndrome Jospin que semble craindre Emmanuel Macron, puisqu'il faut se rappeler que Lionel Jospin, en 2002, était donné sans doute gagnant de la présidentielle et que une sorte de cyclothymie, justement, s'est déclenchée autour de l'insécurité et que ça a joué un vrai rôle, puisqu'il a été supposé laxiste sur ces enjeux. Il y a évidemment la tentation d'un remake par rapport à 2002 qui me semble important. Et puis, je crois que moi, ce qui me semble, c'est aussi ma sensibilité, c'est qu'il y a une béance, en fait, sur le discours de gauche. On sent bien une scène politique occupée et suroccupée par l'extrême droite, par la droite, et une incapacité à tracer les lignes d'une politique publique qui ne soit pas seulement l'augmentation des effectifs de policiers. Nicolas Bavrez. D'abord, revenons sur le mot. C'est vrai qu'il y a l'acception de l'extrême droite et sur lequel on voit bien l'enchaînement. C'est-à-dire que l'ensauvagement, c'est le sauvage c'est l'étranger, et l'étranger, c'est l'immigré. Il y a aussi une acception universitaire où, avec à la fois le terme qui a été utilisé après la Première Guerre mondiale de brutalisation des sociétés, c'est-à-dire l'importation d'une culture de guerre dans les sociétés, où Thérèse Delpech, en 2005, qui avait fait un livre sur l'ensauvagement, le retour de la barbarie au XXIe siècle, et force est de constater que ce retour de la barbarie au XXIe siècle, il existe. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec les Rohingyas ou ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres régions du monde. Donc, on a bien un mot qui est double. Et dans la partie, j'allais dire, intéressante, qui est la partie scientifique, ça vise deux choses. D'un côté, la montée de la violence, et de l'autre côté, l'affaissement des institutions ou des règles ou des valeurs qui permettaient de l'endiguer. Et je crois que de ce point de vue, l'ensauvagement comme montée de la violence et affaissement des institutions et des règles qui permettent de l'endiguer, ça c'est assez juste. Sur ce qui se passe en France, on l'a dit, il y a deux choses. Il y a les enquêtes qui sont faites sur les faits enregistrés. Et vous avez tout dit, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une montée de la violence et des faits enregistrés, mais ça dépend de certaines catégories. Il y en a pour lesquelles, par exemple, les violences sexuelles, il est clair qu'il y a beaucoup plus d'attention aujourd'hui et de capacité à porter plainte pour les violences sexuelles qu'auparavant. Sur les homicides, la France est plutôt en tête parmi les grands
pays développés européens, mais il n'y a pas l'écart, et l'écart existe, mais il n'est pas gigantesque. Et puis l'autre, donc il y a un problème d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, lui, il est aussi mesuré par les enquêtes de victimisation. Et c'est vrai que là, on voit que sur les enquêtes de victimisation, on a un sentiment d'insécurité qui a beaucoup cru. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que pour sortir un peu de ce débat français, et pour montrer que c'est un vrai problème, c'est que nous ne sommes pas le seul pays, loin de là, qui est concerné. Quand on regarde les États-Unis, alors là, entre les shootings, les émeutes qui ont lieu actuellement, les violences policières, le degré de violence aujourd'hui, je rappelle que juste sur les shootings de masse, ça a fait plus de morts aux États-Unis depuis 68 que toutes les victimes des guerres conduites par les États-Unis depuis la guerre d'indépendance. Donc, ça donne quand même une idée du problème. Au Royaume-Uni, on a la multiplication des attaques à l'arme blanche, et même l'Allemagne, qui était une société plutôt très pacifiée, on voit que ça monte. Alors, pourquoi ? Et c'est ça que je trouve intéressant pour montrer qu'il y a des causes, il y a des causes françaises avec le problème, l'échec de l'intégration d'une partie de la population immigrée, et puis avec l'accélération de la désintégration de la nation et de l'archipélisation du pays. Mais il y a aussi des causes qui sont des causes qui touchent toutes les démocraties. Il faut voir les chocs quand même qu'ont subis ces pays. Évidemment, le krach de 2008, la montée des inégalités, le chômage, donc les problèmes économiques et sociaux. Il y a l'impact du terrorisme islamique, et la barbarie, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Parce qu'il suffit de regarder, en ce moment, il y a le procès Charlie Hebdo. En matière de barbarie, on est assez bien servi, malheureusement. Et puis, évidemment, il y a cette épidémie. Et je rappelle que dans l'histoire, les guerres, les épidémies, les grandes crises économiques, on a toujours eu derrière des phénomènes de relâchement de la norme et de montée de la violence. C'était vrai à Athènes quand il y a eu la peste d'Athènes au 5e siècle. Ça a été vrai en 1348 pour la peste noire. Évidemment, ça a été vrai après la Première Guerre mondiale, où on a eu à la fois la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole. Donc, je pense que c'est cet arrière-fond qui doit être quand même pris en compte pour essayer de resituer le phénomène. Et ensuite, c'est vrai que pour l'instant, il faut être clair, droite ou gauche, la France n'a pas de stratégie de lutte contre la violence. Pourquoi ? Parce que du côté de la répression, c'est vrai qu'on a un divorce permanent entre le policier et le judiciaire et qu'on n'arrive pas à combler, mais que par ailleurs, c'est une stratégie globale et que de toute manière, la répression ne suffit pas. Il faut derrière avoir des stratégies globales en matière d'éducation, en matière d'intégration, et pour l'instant, force est de constater qu'aucun des deux camps n'a réussi à mettre en place ce type de réponse. Akram Belkaïd. Oui, deux choses. Ensauvagement, de quoi parle-t-on ? Lucille l'a dit, est-ce que ça concerne toute la société française ? Et à ce moment-là, est-ce que ça désigne ce phénomène général que l'on peut constater ici et là d'individualisme forcené, de montée des incivilités, d'absence de solidarité ? À cela s'ajouteraient les conséquences d'un confinement dont on n'a pas suffisamment parlé peut-être, parce que ça a été tout de même une épreuve pour beaucoup de gens. Ou est-ce que, comme on le voit sur les réseaux sociaux et dans l'acceptation de beaucoup de gens, est-ce que cela concerne finalement une minorité en France que sont les populations d'origine étrangère et qui sont clairement visées par ce mot ? Parce que je pense que si on demande à n'importe qui dans la rue ce qu'il voit derrière ce mot, cela m'étonnerait fort qu'il en arrive à dresser un constat général de ce qu'est la société française aujourd'hui dans ses défis, dans ses pertes de repères, dans ses divisions. Et il parlera plus facilement de ce qui se passe dans les quartiers, de ce qui se passerait ici et là, avec à l'appui tous ces faits divers qui ont été médiatisés. Donc, la démarche est claire. Il y a, comme l'a dit Lucille, une compétition électorale qui est lancée. Moi, ça me rappelle beaucoup 2002, avec ces faits divers qui avaient été montés en épingle à la veille du premier tour de l'élection et qui avaient conduit au résultat qu'on sait. Et dans la droite ligne de cette réflexion, je voudrais faire un petit retour en arrière, c'est-à-dire que
rappeler qu'au début du XXe siècle, la presse française, à l'époque, a monté en épingle le phénomène des Apaches. Les Apaches, c'était les voyous de Paris. C'est-à-dire qu'on parlait des gens de Belleville, de la place d'Italie, de certains quartiers, de la zone. Et quand on lit avec attention les articles de l'époque, donc les Apaches, c'est la fameuse casque d'or, les bandes rivales, on retrouve la même mécanique. C'est-à-dire de longues tirades sur la violence gratuite, sur le côté barbare des protagonistes, sur le fait que la violence échappe à tout contrôle, sur le fait que les forces de l'ordre sont incapables de remettre de l'ordre, justement. Et c'est assez saisissant. Bien entendu, comparaison n'est pas raison, mais j'incite à regarder cette époque-là et à se rendre compte comment la combinaison d'un phénomène médiatique, et je pense notamment aujourd'hui aux chaînes d'information continue, et d'arrière-pensée politique, et je vais y venir, peuvent générer cette espèce d'emballement autour de phénomènes qui sont déplorables, mais qui sont des phénomènes auxquels toute société fait face. Et une société sans violence, ça n'existe pas. Une société sans faits divers, ça n'existe pas. Y compris dans les pays dont on nous dit que où tout va bien. Je pense notamment à la Norvège et les pays scandinaves, où la réalité est bien plus sordide qu'on ne le croit. Pourquoi je parle de cette période-là, c'est que si on continue comme ça aujourd'hui en France, il y a un éléphant dans la pièce dont personne ne parle et peut-être que certains ne le voient même pas. Mais l'agenda de l'extrême droite est très clair. Certes, il y a l'émigration, il y a réclamer des peines une justice plus sévère, donc plus de prison, plus de gens qu'on enferme, plus de gens qu'on condamne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la question de la peine de mort. Au début du XXe siècle, on est dans un contexte où, par la gauche, commence à naître l'idée d'une abrogation de la peine de mort. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou dans la société française, on en parle peu, exception faite de l'extrême droite. Mais si on continue comme ça, dans le sérail politique français, à reprendre, sans même réfléchir, ce genre de discours, ce genre de concept, on va y arriver. Et dans pas très longtemps. C'est-à-dire que, à la faveur ou à la défaveur d'un événement sordide qui finira tôt ou tard par arriver, moi, je suis prêt à prendre les paris pour dire que on va de nouveau reparler de la peine de mort dans cette société-là, parce que il me semble que toutes les brèches, que toutes les digues ont rompu depuis quelque temps entre cette ligne de séparation entre la classe politique dite républicaine et l'extrême droite. Richard Verly. N'oublions quand même pas, comme l'a justement dit Lucile, que la campagne présidentielle de 2022 est lancée et que le gouvernement qu'Emmanuel Macron a nommé en juillet, avec à sa tête Jean Castex et en son sein à la fois Darmanin et Dupond-Moretti à la justice, c'est un gouvernement de combat médiatique et politique. Or, dans le cas de Gérald Darmanin, il y a 2 ou 3 éléments qui, finalement, l'ont conduit logiquement à cette surenchère sécuritaire. La première, c'est bien sûr l'angle mort de la sécurité, et au-delà de la sécurité, l'angle mort de l'autorité, qui était celui du quinquennat Macron. Les gilets jaunes, le désordre, l'impression que ce gouvernement n'est pas capable de tenir le pays. Donc, bien évidemment, il faut renforcer absolument Emmanuel Macron sur ce terrain et lui donner, en quelque sorte, tous les pouvoirs, tous les moyens d'apparaître demain, lorsqu'il sera candidat, comme un candidat fort sur le plan sécuritaire. N'oublions pas non plus que Gérald Darmanin succède à un ministre qui était extrêmement contesté par les policiers. Les syndicats policiers n'ont jamais été aussi puissants. Ils attendaient ce type de discours, parce que derrière l'ensauvagement, il y a la carte blanche quasiment donnée à la police. Faites ce que vous voulez, vous avez bien vu qu'il y a un projet de loi maintenant, semble-t-il en préparation, pour interdire la diffusion
diffusion des images de policiers qui pourraient être pris lors d'interpellations. Donc, l'ensauvagement, c'est l'alibi des mesures futures demandées par les syndicats policiers, et Gérald Darmanin, il est là pour ça, pour calmer la police. Par ailleurs, c'est bien commode pour lui de trouver un échappatoire sécuritaire alors qu'il avait quelques casseroles personnelles, notamment vu les accusations de harcèlement et de viol qui actuellement sont pendantes, même si l'enquête avait été rouverte seulement pour des raisons procédurales. Enfin, dernière chose, il y a au sein de ce gouvernement un homme à faire taire, un homme qu'on a fait venir pour ses qualités médiatiques, parce qu'il attire sur lui la lumière, mais dont on ne veut surtout pas qu'il existe, c'est Éric Dupond-Moretti. Donc on l'a mis tout de suite sous un éteignoir, parce que maintenant que le discours sécuritaire domine, l'avocat Éric Dupond-Moretti va être quand même à la peine pour donner son avis. Donc il va continuer d'être cette bête médiatique bien utile pour Emmanuel Macron, les journalistes le suivent, il fait la une des magazines, mais surtout, évitons que Dupond-Moretti, comme ministre de la Justice, redevienne l'avocat qu'il est et prenne des positions d'avocat. Donc voilà, c'est comme ça que je vois pour ma part le triptyque d'explication politique de l'ensauvagement. Par contre, il y a une réalité qui est aussi soulignée par Darmanin, et là il a raison, c'est la réalité de l'ampleur qu'a pris dans ce pays la criminalité et toutes les incivilités et autres liées au trafic de drogue. Je pense qu'on ne se rend pas compte combien la France est minée de l'intérieur, y compris dans les villes moyennes, y compris dans les zones rurales, par la progression du trafic de stupéfiants. Et il y a quelqu'un qui l'a écrit, dont on a déjà parlé dans cette émission, c'est Jérôme Fourquet qui, dans l'Archipel français, consacre un chapitre entier à l'importance qu'a conquis dans la société française le trafic de cannabis et les métastases qu'elle induit dans cette société. Et là, je crois que pour le coup, il faut vraiment prendre conscience du fait que la société française est en train d'être minée de l'intérieur par ces trafics qui sont, et là le mot peut être justifié, qui sont responsables d'un certain ensauvagement et sur lesquels il faut absolument veiller, parce que derrière ces trafics, derrière cet ensauvagement lié aux différents trafics de stupéfiants, il y a un délitement de la société française qui, à mes yeux, est très préoccupant. Donc, gardons les yeux ouverts sur la situation française, mais ne soyons pas du tout, indulgents vis-à-vis de ce qui est une utilisation politique de l'insécurité dans une phase précise, à 2 ans maintenant, un peu moins d'ailleurs, des élections présidentielles de 2022. Mais c'est difficile de ne pas voir la place que va prendre la question de la sécurité, de l'ensauvagement dans la compétition électorale qui est déjà amorcée. Et en même temps, ce serait embêtant que cette compétition électorale camoufle un autre aspect de cet ensauvagement, ou de cette anomie, comme on voudra, qui est celui de l'ensauvagement par la tête, si je puis dire. Je veux dire que la manière dont la nouvelle bourgeoisie, depuis 30 ans dans ce pays, s'affranchit des règles ou ne se donne comme règle que le tout pour ma gueule, est quelque chose qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le fonctionnement de la société et sur le respect de l'idée même de normes dans l'ensemble de la société. Je crois, si on me donnait un coup de pied dans le derrière, pour chaque fois où j'ai cité cette phrase, je serais assis sur la Lune, et peut-être même maintenant sur Mars, mais il y a dans le dialogue des Carmélites une phrase de Bernanos que je trouve admirable, qui dit « ça n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle ». Bien, il se trouve que, bien entendu, pas question d'idéaliser une bourgeoisie d'autrefois qui aurait été respectueuse de la loi, mais pour des tas de raisons, peut-être simplement la crainte du qu'en dira-t-on, la peur de la réprobation, pour de mauvaises raisons autant que pour de bonnes, il se trouve qu'il y avait, me semble-t-il, avant les années 80, dans l'ensemble social, une plus grande attention au respect de la règle parmi ceux qui se présentent comme étant les élites, et qui le sont en tout cas financièrement et pour ce qui est du pouvoir, et que depuis 40 ans, cette situation n'a cessé de se dégrader, et que, pour refaire de la sociologie de chauffeur de taxi, il ne faut pas oublier que le poisson pourrit par la tête. Lucille Schmitt. Oui,
Après ces fortes paroles de Philippe, moi, je voulais réagir, remettre sur la table la question des statistiques et comment est-ce qu'on mesure la violence. On sent bien, ça a été rappelé par nous tous, qu'il y a un sujet sur les actes mesurés, et puis il y a cette question, ça a été dit notamment par Nicolas, sur les enquêtes de victimisation, la perception. Et on voit bien que sur la question de l'angoisse, de la perception, il y a un climat général qui est pas seulement dû d'ailleurs à la question de la violence quotidienne, qui est dû aussi au sentiment de catastrophe qui nous environne, à la question terroriste qui a été rappelée par Nicolas. Il y a ce sentiment, en tout cas, que se sentir en insécurité est maintenant beaucoup plus partagé, je dirais, qu'il y a quelques années. Et ça, il faut en tenir compte. La deuxième chose qui est très importante, c'est sur cette question du trafic de drogue et cette question de l'organisation de trafics qui sont des trafics économiques et qui effectivement gangrènent certains quartiers, certaines zones de non-droit. C'est-à-dire qu'il y a des zones de non-droit en France, tout le monde le sait, et ce n'est pas être anti-immigré que de le dire. Il faut quand même rappeler que le trafic de drogue n'est pas quelque chose qui tient aux gamins des quartiers. C'est une organisation internationale, c'est une mafia, et l'épisode récent de ce qui s'est passé à Grenoble, où Gérald Darmanin, comme Éric Piolle, qui aspire à être le candidat des Verts à la présidentielle, se sont apparemment laissés abuser par des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui, d'après les gamins du quartier, étaient des images qui avaient été tournées pour un clip de rap d'un jeune gars qui voulait faire le buzz. C'est assez passionnant parce que ça montre que, quelque part, ce phénomène de l'organisation du trafic de drogue, on ne sait pas quelle politique publique, quel système d'indicateurs, parce que si on avait les bons indicateurs dans ces quartiers, est-ce qu'on n'aurait pas su ce que savaient tous les gamins du quartier au lieu de se laisser prendre à la virtualité du réseau social. Donc moi, je répète que cette question de l'organisation, premièrement d'un cap sur les questions de sécurité, et deuxièmement de politique publique, et non pas seulement de tweets, c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire qu'on sait bien que la campagne présidentielle, c'est le moment du verbe, de la rhétorique. Mais on sait bien, et ça rejoint ce qu'on disait sur le Brexit, qu'aujourd'hui, les opinions publiques, c'est pas seulement qu'elles attendent des actes, comme on le dit, genre les paroles et les actes, c'est la question qu'elles attendent des résultats. Et au fond, sur cette question des résultats, en matière de politique, on a 15 ans, 20 ans de non-résultats. Et donc, c'est là que la question est posée et que certainement, d'ici 2022, ce gouvernement ferait bien de pouvoir nous donner le sentiment qu'au moins de manière très qualitative, dans certaines zones de non-droit, et non pas par un discours général, on arrive à quelque chose. Akram El-Kaïd. Oui, la question, pour en revenir à la question des trafics de drogue, c'est vrai que c'est un sujet, et c'est un sujet qui dépasse simplement le fonctionnement ou l'écosystème des quartiers populaires. C'est un vrai... Ça devrait déboucher sur une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a du mal déjà à réfléchir notamment à la question de la légalisation du cannabis, alors que ça se fait un peu partout. On feint d'ignorer que, ma foi, certains réseaux contribuent à assurer la paix de certains quartiers. C'est-à-dire que je signale simplement que depuis 2007, grosso modo, les quartiers se tiennent entre guillemets tranquilles. Et l'une des raisons pour cela, c'est qu'on a des trafiquants qui n'ont pas envie de voir des troubles empêcher leur business. Et ça devrait amener une réflexion, je dirais, un peu plus large que ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord sur la question de l'affranchissement des règles. C'est-à-dire que, encore une fois, de quoi parle-t-on ? Si c'est de toute la société et effectivement de cette sensation qu'on a que plus personne n'a envie de respecter les règles, en tout cas que les plus puissants ne les respectent pas, et donc il ne faut pas s'étonner que dans les quartiers populaires, que les milieux les plus défavorisés en fassent de même. Je rappelle tout de même tout cet impact. Alors on peut en parler pendant des heures, mais je rappelle tout de même cet impact, je dirais, sociétal qu'a eu cette fuite de la capitale au moment où le confinement a été décrété. C'est-à-dire que ça a été bien mis en avant. Ce n'étaient pas les gens des cités qui quittaient leur logement. On a mis en avant l'existence de deux France, dont l'une se dépêchait de ne pas respecter la règle qui était imposée. C'est pour cela que réfléchissons peut-être à notre terme, et le terme de brutalisme, de brutalisation plutôt, puisque brutalisme c'est autre chose, brutalisation me paraît plus approprié, y compris dans des domaines économiques, la vie dans les entreprises, la manière dont on est en train d'organiser aujourd'hui le travail à distance, ce qu'on est en train d'exiger des salariés, cette remise en cause finalement très profonde de du système qui a pu prévaloir pendant les décennies qui ont précédé.
Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en recommandant un roman de Nicolas Mathieu, dont le prix Goncourt a récompensé le dernier titre, qui était « Leurs enfants après eux ». Et ce livre-là, le précédent, s'appelle « Aux animaux la guerre ». Il se passe, comme d'ailleurs le second livre, il se passe dans les Vosges, autour d'une usine qui va fermer, et une sorte de caméra stylo va d'un personnage à l'autre, d'une situation à l'autre, pour rendre la situation de plus en plus nourrie et pour faire de mieux en mieux comprendre et souvent partager la situation, le sentiment des différents acteurs de cette situation dans les Vosges, avec une plume que je trouve tout à fait remarquable, qui est donc celle de Nicolas Mathieu. Richard Verly. Eh bien, vous parliez, Philippe, de temps un peu anciens où la bourgeoisie était bien élevée. Quand on lit Le Rocher de Sustène, les mémoires de Jean-Noël Jeannet, on est en plein dans cette France-là. Donc, Jean-Noël Jeannet, historien bien connu. J'ai cru que vous alliez dire historien bien élevé. Et bien élevé, bien connu et bien élevé. Alors, le titre m'a tout de suite attiré, puisque le col de Sustène, c'est un col en Suisse, dans les Alpes, où Jean-Noël Jeannet, en 1960, a failli périr, puisqu'il y a eu un accident. Il en a heureusement réchappé. Et c'est, je trouve, une très belle et formidable, intéressante plongée dans la République. Et je l'ai lu au moment où Emmanuel Macron prononçait au Panthéon son discours d'hommage au 4 septembre 1870 et à la proclamation de la République par Gambetta. Donc, si l'on veut savoir comment l'on vivait dans ces temps anciens que vous regrettez, Philippe, prenons le col de Sustène. C'est devenu une scie que chaque fois qu'on évoque une période ancienne, on passe pour la regretter. Je la regrette pas, je la compare. Et je vois bien qu'en effet, la proportion de la bourgeoisie qui s'en mettait plein les poches sans aucune espèce de, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, sans aucune espèce de respect des règles, cette proportion a cru. Pour le reste, je n'ai jamais pensé que la bourgeoisie de la période du père et du grand-père de Jean-Noël Jeannet, parce qu'il faut quand même rappeler que Jean-Noël Jeannet est le fils de Jean-Marcel Jeannet, ministre inamovible, ou quasiment, du général de Gaulle, lequel était lui-même le fils de Jules Jeannet, président du Sénat de la Troisième République. C'est dire qu'il y a là une bourgeoisie d'ancienne lignée protestante. Et c'est aux éditions du Seuil. Nicolas Bavrez, sont des éditions. Je voulais recommander la lecture de la réédition de la biographie d'Arthur Rimbaud par Jean-Jacques Lefrère aux éditions Robert Laffont. C'est un très beau livre et c'est vrai que c'est finalement un des plus grands mystères de la littérature française, que ces multiples vies d'Arthur Rimbaud et notamment la césure entre cette jeunesse éblouissante consacrée à la poésie et l'autre partie qui n'est pas moins intéressante parce que la partie de l'aventure placée sous le signe du commerce en mer Rouge à Aden avec un passage par la Légion étrangère. Ce mystère de ces vies multiples est très très bien éclairé par ce livre. Et j'en profite pour souligner que Frédéric Martel, qui a donc fait l'introduction à ce livre, a pris l'initiative d'essayer de promouvoir l'entrée de Verlaine et Rimbaud au Panthéon. Et je pense que ces deux grandes figures, effectivement, que c'est une initiative qui mérite tout à fait d'être soutenue et encouragée. Alors ça, je dirais que ça me paraît être un sujet de débat, parce que j'avoue que l'idée de voir le pauvre Lélian dans la froideur de ce Panthéon et de voir Rimbaud obligé du temps, pour reprendre mes évocations de l'ancienne bourgeoisie, du temps de mes arrière-grand-mères, on faisait des mariages arrangés. Et là, maintenant, on fait un enterrement arrangé, donc, sans demander ni à Rimbaud ni à Verlaine s'ils veulent finir Mais les illuminations au Panthéon, ça me semble une bonne idée. Oui, au sens figuré, sans aucun doute. Enfin, je pense, enfin, ça va se faire de toute évidence, c'est trop dans l'air du temps pour que cette initiative de notre ami Frédéric Martel n'ait pas de suite, mais je regrette quand même qu'elle se fasse sans qu'il y ait un débat préalable. Akram Belkaïd. Alors moi, j'en reviens d'une certaine façon à la violence, puisque je recommande la lecture d'un récit graphique intitulé Frantz Fanon. C'est de Frédéric Siriez et de Romain Lamy, c'est à la découverte. Et donc dans ce récit, dans ce roman graphique, on a la rencontre entre Fanon et Sartre.
En 1961, c'est encore la guerre d'Algérie. Fanon se sait déjà malade. Il vient d'écrire, ou il est en train d'écrire Les damnés de la terre. Et il demande à Sartre de préfacer cet ouvrage. On sait quel impact a eu cette préface, parfois au détriment même du reste de l'œuvre, du livre de Fanon, parce que le récit montre à sa façon à quel point la rencontre fut rugueuse et à quel point aussi elle s'est peut-être bâtie sur un malentendu entre les deux hommes. En tous les cas, l'histoire est passionnante et à l'heure où on redécouvre d'une certaine façon, parce que Fanon revient dans le débat public français avec certains mouvements, la lecture est d'un très grand intérêt. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais recommander la lecture d'un livre de Catherine et Raphaël Larère qui vient de paraître, qui s'appelle « Le pire n'est pas certain », je tiens à vous le dire. Essai sur l'aveuglement catastrophiste. C'est un livre qui en fait prend un contre-pied d'une certaine école de la pensée écologique sur la collapsologie et qui est très intéressant parce que d'abord il aide à y voir clair sur cette espèce de myriade, vous savez, de mots qui envahissent l'espace avec ce politiquement correct autour de l'écologie, qui explique notamment quel est le lien entre la transition écologique et la question de l'anthropocène, et qui surtout nous donne de l'espoir et nous dit que en démocratie, donc ce pire n'est pas certain, et que l'écologie nous laisse libre de choisir des institutions, des comportements, et que les Khmers verts, c'est pas pour demain. Le pire n'est pas certain, mais nous faisons notre possible. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Adrien Beccaria qui en est l'ingénieur du son, Benoît Carré qui rédige le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui surveille les plateformes de financement auxquelles vous pouvez contribuer d'une manière tout à fait défiscalisée, ne vous en privez pas, et puis Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui sont notre producteur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.